Merci de nous suivre sur Gangan TV. Voici le sommaire. Existe-t-il deux kidnappeurs dans les rangs de la sécurité présidentielle? La question a toute son importance. Deux membres de cette unité sont cités dans l'assassinat en 2017 de l'opérateur économique El Hadj Doura. On en parle dès le début de cette édition. Le collectif de soutien à Amadou Djouli Diallo ne pourra marcher demain à Kaloum. Sa marche pacifique annoncée hier en conférence de presse a été interdite par la mairie de cette commune stratégique. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. La sécurité présidentielle a embourbé dans une sale affaire. Deux de ses membres sont cités dans l'assassinat d'El Hadj Doura qui commence à livrer ses secrets. Pour rappel, cet opérateur économique bien respecté dans le milieu des affaires a été kidnappé en 2017 avant de trouver la mort dans les mains de ses ravisseurs. Le procès des présumés coupables de ce crime crapulé a démarré hier au tribunal de Dixine. La première audience laisse croire qu'il s'agit d'un vaste réseau composé de Guinéens, Nigérians, Libériens et Léonais. On se voit le balai pour le reportage. C'est un procès beaucoup attendu qui a commencé ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Il s'agit du dossier concernant l'opérateur économique El Hadj Doura enlevé et tué en 2017. L'homme de 80 ans avait traversé à l'époque des moments difficiles, voire tristes, avant son décès dans les mains de ses ravisseurs. À l'ouverture du procès par devant le tribunal criminel de Dixine, 20 accusés ont été présentés à l'audience. Entre eux, on retrouve 4 nationalités. Des Guinéens en majorité, suivis des Nigérians, des Lyonnais et un Malien. C'est comme si l'Afrique de l'Ouest a une miniature qui s'est regroupée pour commettre ces crimes. Le tout nous a fait comprendre qu'il s'agit véritablement d'une association de malfaiteurs. Puisque les débats de ce jour étaient uniquement centrés sur l'identification des accusés, le juge en charge du dossier a demandé un à un la profession de chacun. La réalité est qu'il y a des militaires de la sécurité présidentielle. Les accusés sont de professions confondues, parmi lesquels il y a des bérets rouges, pas les moindres, des militaires qui relèvent du bataillon de la sécurité présidentielle. C'est quand même très inquiétant. C'est pour vous dire jusqu'où la Guinée, nous vivons dans l'insécurité. Parce qu'on ne peut pas quand même imaginer que des militaires à ce niveau de corps d'élite se mêlent à des bandits pour enlever une personne, la séquestrer, jusqu'à ce que mort s'ensuit. Certains parmi les accusés ont reconnu et d'autres ont nié les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Chacun des prévenus sera donc condamné selon le degré de sa culpabilité dans cette affaire. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Donc, si le juge a douté, il renvoie tout le monde devant le juge à l'audience publique pour que le débat ait lieu, comme je voudrais me répéter, publiquement. Et publiquement, le monde saura qui est responsable de recel, de complicité et de l'enlèvement. Donc, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. La famille de l'opérateur économique El Hadj Doura attend impatiemment justice dans cette affaire judiciaire. Le procès est renvoyé au 12 avril prochain pour la suite des débats. Le collectif de soutien à Amadou Djouli Diallo voulait marcher ce mercredi pour demander la libération du journaliste sportif en prison depuis le 1er de ce mois. Mais cette première action du collectif sera aussitôt empêchée par la mairie de Kaloum qui a interdit la dite marche dans un courrier adressé ce mardi au collectif. Les autorités municipales de la presqu'île ont justifié leur décision par l'état d'urgence sanitaire anti-corona toujours en vigueur. Les journalistes engagés pour la libération de Djouli disent qu'ils vont respecter cette interdiction. Mamadou Tanova.
Le collectif de soutien à Amadou Djoulde Diallo se voit freiné dans son élan par les autorités municipales de Kaloum. Les confrères du journaliste détenu à la maison centrale de Koronti voulaient manifester ce mercredi 31 mars pour exiger le respect de la loi 002 portant sur la liberté de la presse. Mais la mairie a interdit dans un courrier la marche des journalistes. Elle évoque le Covid-19 comme prétexte. Le porte-parole du COSAD n'est pas surpris. Ce que nous avons à déplorer, premièrement, ils n'ont pas respecté le délai légal qu'il fallait observer en pareille situation. La mairie devrait nous répondre dans les 48 heures, soit pour autoriser ou bien pour annuler ou pour interdire ou pour changer d'itinéraire. Mais ils ont attendu à la veille pour nous faire parvenir un courrier interdisant notre marche à Kaloum. Donc c'est ce que nous avons à déplorer surtout. Mais ce n'est pas une surprise pour nous, puisque déjà si vous voyez cette procédure judiciaire depuis le début lancée contre notre confrère Amadou Djoulde Diallo, c'est vraiment en parfaite violation de la loi, de la Constitution qui autorise la liberté d'expression et d'opinion, mais aussi les articles de la loi L002 portant sur la liberté de la presse en Guinée. Le collectif a décidé de se plier à la décision d'interdiction prise par la mairie de Kaloum, tout en appelant les journalistes à se mobiliser pour faire respecter la loi sur la liberté de la presse. Nous restons derrière la décision d'interdiction, on ne va pas marcher. On aura une réunion tout à l'heure à l'issue de laquelle on prendra une décision. Mais en attendant, nous invitons l'ensemble des journalistes, l'ensemble des patrons de médias, toutes les associations de presse à se mobiliser. C'est le moment qu'il faut se battre. Si on se laisse faire cette fois-ci, demain on prendra n'importe quel autre journaliste, on ne pourra pas bouger. Amadou Djoulde Diallo est détenu à la maison centrale depuis un mois maintenant. On revient sur cette colère des propriétaires des restaurants, dont Sing et Boîte de Nuit, qui pointent du doigt ce qu'ils considèrent comme une démarche paradoxale de la part des autorités. Ils ne comprennent toujours pas le fait qu'on les oblige à fermer leur business pour éviter la propagation du coronavirus, alors que les marchés transport public continuent de fonctionner à l'ordinaire. Le président des acteurs de cet autre secteur de la vie nationale et l'invité de l'émission Café Débat de ce lundi. Je vous propose un extrait de son intervention. Suivez. J'ai l'impression que le gouvernement guinéen, on les a informés que le Covid, les virus se promènent dans les bars et dans les motels, dans les restaurants, ainsi de suite. Où tu laisses les marchés communaux, où tu laisses les transports publics, où tu laisses la direction centrale de la police, là où on confectionne les transports, le hangar qui est là-bas, là. Regarde le regroupement d'hommes qui est là. Regarde dans la cour de d'impôts là-bas, la femme qui vend le restaurant là-bas, tout le temps les gens sont regroupés, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça, c'est pas une source de contamination. Au fait, venant de qui? Venant de l'État, venant du haut lieu. Haut lieu. Les décideurs, le président, le premier ministre. C'est les deux qui décident, c'est les deux qui appliquent. Les autres ministères, c'est des ministères qui sont là, qui existent parce qu'il faut exister. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Sinon, normalement, sachant que ces PME, ils payent leur permis d'exploitation provenant du ministère, ils payent leurs impôts, ils payent leur, comme on appelle, registre commercial, ils payent tout ce qui est taxes communales et autres. C'est à ces gens qui encaissent ces différentes, comme on appelle, taxes, redevances, pour dire, écoutez, le président, en fermant ces lieux, voici ce qu'on fait. Les contribuables sont pénis. Sur le continent, l'armée française accablée dans un rapport de la MINUSMA. Elle est soupçonnée d'avoir tué près de 20 civils dans une frappe aérienne qu'elle a menée début janvier au centre du Mali où se déroulait un mariage religieux. Reportage TV5. L'armée française responsable de la mort d'au moins 19 civils au Mali.
C'est la conclusion d'une enquête des Nations Unies après la frappe aérienne du 3 janvier dernier près de Bounti dans le centre du pays. Ce jour-là, la célébration d'un mariage réunit une centaine de civils. Tout le monde attendait le repas du mariage. Soudain, nous avons aperçu un avion au-dessus de nous. Il volait très bas. Et d'un coup, de loin, j'ai entendu un grand boom. C'était la panique totale. J'ai pris la tangente avant d'entendre le second bruit. J'avais déjà quitté le village. Selon le rapport, 5 convives étaient membres présumés de la Katiba Serma, milice armée affiliée au GESIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est eux que l'état-major français avait affirmé vouloir cibler. Président d'une association de défense des Peuls, Amadou Ndiko avait alerté les autorités sur la présence de civils parmi les victimes. Le rapport à 90% confirme ce que nous avions dit. Nous savions que c'était ça et on n'était pas du tout inquiet du rapport et ce qu'allaient dire même les Nations Unies parce qu'on savait que s'ils ont mené à bien leur travail, ils vont venir dire au monde entier que oui, il y avait un mariage, oui, c'est des civils qui sont tués. Et nous savons aussi que la force Barkhane va toujours maintenir leur version. L'armée malienne aussi va maintenir la version pour pouvoir se couvrir. Auditionnée devant la commission défense de l'Assemblée nationale, la ministre française des armées, Florence Parly, considérait que ces accusations faisaient le jeu des terroristes. Le rapport de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, demande aux autorités maliennes et françaises de revoir les processus préalables aux frappes. Mais Paris continue de réfuter toute bavure et les familles des victimes attendent toujours réparation. Le royaume chérifien enregistre un grand succès dans sa vaste campagne de vaccination contre le coronavirus. De nos jours, plus de 8% des Marocains ont reçu leur deuxième dose de vaccin. Suivez. C'est un geste qu'elle connaît par cœur. Cette infirmière n'arrête pas. Elle vaccine jusqu'à 100 personnes par jour. La campagne de vaccination au Maroc tourne à plein. Plus de 8% des Marocains ont reçu leurs 2 doses de vaccin anti-Covid. C'est proportionnellement 2 fois plus qu'en France, où la campagne de vaccination a commencé 1 mois plus tôt. Alors comment expliquer cette réussite? La stratégie du Maroc a été très tôt de s'adresser à plusieurs laboratoires internationaux. Les premières commandes signées en 2020 avec le chinois Sinopharm et le britanno-suédois AstraZeneca ont permis de vacciner plus de 4 millions de Marocains. Les prochaines doses seront russes, du vaccin Sputnik. Et le Maroc est en négociation avec le laboratoire américain Johnson & Johnson. Le Royaume a ainsi évité la pénurie depuis le début de sa campagne de vaccination. Pour les experts marocains, cette stratégie de diversification des origines des doses ne suscite pas d'inquiétude. Au contraire, c'est un calcul sanitaire. L'intérêt de cela, c'est non seulement donc de voir un petit peu l'efficience de ces différents vaccins, on sait qu'ils ont une innocuité et une efficacité, mais une efficience sur certaines populations, sur certaines catégories, les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui ont une comorbidité. Et cette stratégie permettra de voir dans le futur quel est le vaccin le plus adapté à une population cible. Donc c'est une bonne stratégie qu'a adopté le Maroc. Dans cette stratégie, l'État contrôle tout. Dès le premier jour de vaccination, 3000 centres de santé publique étaient opérationnels dans les grandes villes. Aujourd'hui encore, ils sont les seuls habilités à vacciner. Aucune clinique ni aucun médecin privé n'intervient dans cette campagne. L'État garde ainsi la main sur tout son stock de vaccins car il a fait le choix d'une campagne massive. Il cible 80% de sa population, soit 25 millions de personnes. Enfin, pour minimiser l'arrivée de nouveaux variants, le Maroc s'impose de strictes restrictions. L'état d'urgence est maintenu. Le port du masque est obligatoire depuis avril 2020. Un couvre-feu est en place depuis 3 mois et le pays a fermé ses frontières avec plus de 30 pays, dont la France et l'Espagne, à partir de ce soir, minuit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi. Grand merci à Abdoulaye Keïta, merci à Mamadou Bassoussi Bangoura, Momelamine Touré, Tcherno Amidou Bari et bonsoir.